Allez, chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver une fois encore pour votre rubrique Bon à savoir. Et aujourd'hui, nous allons voyager vers l'Angleterre. Vous n'êtes pas sans savoir que l'actualité, c'est le décès de la reine Elisabeth II. Mais comment se fait la succession au trône en Angleterre? Il faut dire tout simplement que la monarchie du Royaume-Uni, communément appelée monarchie britannique, est un système de gouvernement fondé sur le système de Westminster, une monarchie parlementaire, dans lequel un monarque héréditaire est le souverain du Royaume-Uni et de ses territoires d'outre-mer. Il est à l'origine des pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs. Le monarque britannique est le gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre et le chef d'État des 15 royaumes du Commonwealth. Cette forme d'union personnelle s'est développée à partir de l'ancien empire colonial britannique. Mais ces pays sont indépendants et la monarchie de chacun d'entre eux est juridiquement distincte. Alors, il est également depuis George VI le système symbolique du Commonwealth composé de 52 pays. Le monarque actuel est le roi Charles III qui vient de succéder à sa mère décédée récemment. Depuis donc le 8 septembre 2022. Il faut dire tout simplement que le roi et les autres membres de la famille royale exercent diverses fonctions publiques conformément à leur position. Alors, pendant la guerre civile anglaise et la Restauration, les pouvoirs politiques du monarque ont progressivement diminué. Aujourd'hui, le rôle du monarque est constitutionnel et limité à des fonctions cérémonielles non partisanes. Malgré cela, il faut le dire, l'autorité exécutive ultime sur le gouvernement du Royaume-Uni est toujours sous la prérogative royale du monarque. Tout simplement, ces pouvoirs comprennent la dissolution du Parlement ainsi que la promulgation des règles pour le gouvernement et la réglementation de la fonction publique et des forces armées. Il faut dire tout simplement que ces pouvoirs sont utilisés conformément aux politiques et procédures prévues par les lois adoptées au Parlement. Dans le cas où aucune loi ne s'appliquerait, il est chargé de prendre une décision en accord avec les conventions et les précédents. Le monarque possède plusieurs résidences royales, publiques ou privées, gérées au sein du Crown Estate. Ce domaine royal est un actif d'une valeur supérieure, tenez-vous bien, à 14,3 milliards de livres, un des plus grands propriétaires terriens du Royaume-Uni. La résidence officielle du monarque est le palais de Saint James, mais sa résidence usuelle depuis sa rénovation, il y a des décennies maintenant, est le palais de Buckingham. Alors, nous allons parler cette fois-ci, chers téléspectateurs, des prérogatives royales. Alors, le gouvernement n'existe légalement que par prérogative royale. Dans les faits, certains des pouvoirs qui sont exercés par le gouvernement sont légalement dévolus au souverain. Cependant, le monarque n'en fait que rarement usage de son propre chef et n'agit bien souvent que sous la pression de la Convention et des précédents. Il limite ainsi l'usage direct de ses pouvoirs de réserve et des rares circonstances comme les situations d'urgence. En temps normal, il exerce ses prérogatives sur les conseils des ministres qui sont responsables devant le Parlement via le conseil privé. En pratique, les prérogatives sont exercées sur le conseil du Premier ministre auquel est accordée une audience hebdomadaire avec le souverain. Ce dernier a le droit d'exprimer son opinion, mais a le devoir constitutionnel d'accepter les décisions de son Premier ministre et du
cabinet, s'il bénéficie bien sûr du soutien de la Chambre des communes, comme on a pu le voir dans le paragraphe précédent. Ainsi, selon Bagehot, le souverain a, dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle, 3 droits, à savoir le droit d'être consulté, le droit d'encourager et le droit de mettre en garde. Bien que beaucoup d'actes de parlement soient faits en son nom, ils proviennent donc du gouvernement démocratique du Royaume-Uni. Alors, je vais expliquer en profondeur ces prérogatives. Parmi ces prérogatives royales, il faut dire on peut notamment citer le pouvoir de nommer et de révoquer les ministres, de réglementer la fonction publique, d'émettre les passeports, de déclarer la guerre, de faire la paix, de diriger les actions de l'armée, de négocier, de ratifier les traités, les alliances, les accords internationaux. Toutefois, chers téléspectateurs, lorsqu'un traité est susceptible de modifier la législation nationale du Royaume-Uni, une loi parlementaire est nécessaire. Le monarque est le commandant en chef des forces armées. Il accrédite les ambassadeurs britanniques et reçoit les diplomates des États étrangers. Le monarque doit approuver également formellement toutes les lois avant qu'elles puissent s'appliquer, ce qui lui confère un droit de veto sur toutes les lois du Parlement. Le consentement royal est donné en français nomade par un représentant du monarque. Les expressions formelles utilisées sont la Reinst ou le Roin, le Wels qui veut dire oui et le Roin s'avisera qui veut dire non. La dernière fois que le consentement royal a été refusé remonte jusqu'en 1708 sous le règne d'Anne pour les lois directement applicables par le monarque. Exemple, la déclaration de guerre et la dissolution du Parlement. Celui-ci doit consentir au débat du Parlement. Alors, même si la prérogative royale est étendue et ne nécessite pas formellement l'approbation du Parlement, elle a été limitée au fil du temps. En effet, beaucoup de prérogatives de la couronne sont tombées en désuétude ou ont été transférées de façon permanente au Parlement. Par exemple, le monarque ne peut ni s'imposer, ni imposer, ni percevoir de nouvelles tasses. Une telle action requiert désormais l'autorisation du Parlement. Par ailleurs, chers téléspectateurs, selon un rapport parlementaire, la couronne ne peut pas inventer de nouvelles prérogatives et le Parlement peut passer outre une prérogative royale en adoptant une loi, bien qu'il ait un consensus populaire sur l'existence de la monarchie. Il a également accepté que cette opinion changeait rapidement si le monarque était tenté d'exercer ses pouvoirs en opposition avec le gouvernement démocratique élu, sauf peut-être dans les circonstances exceptionnelles. Chers téléspectateurs, nous parlons de l'Angleterre et nous parlons de la reine Elisabeth II peut-être qui a attiré sa révérence récemment, mais qu'en est-il de la succession? Comment cela se passe? Il faut dire qu'en Angleterre, la succession sur le trône britannique est régie par plusieurs textes, dont le plus important est la Déclaration des droits de 1689 et l'acte d'établissement de 1701. Depuis, une éventuelle modification des règles de succession ne peut se faire que par une loi du Parlement et avec l'approbation de l'unanimité des royaumes du Commonwealth. Traditionnellement, la succession se faisait suivant la règle de primogéniture agnatique, dans laquelle la préférence, mais avant 2015, était donnée aux héritiers de sexe masculin. Selon cette règle, les fils du monarque héritaient avant les filles, de plus âgés aux plus jeunes. La loi de règlement limite toutefois la succession aux descendants
légitime, naturel et protestant. De Sophie de Hanovre, petite-fille de Jacques Ier, la déclaration des droits et l'acte d'établissement incluent donc des restrictions religieuses qui ont été imposées historiquement par la défiance des Anglais et des Écossais envers le catholicisme romain au XVIIe siècle. Ainsi, seul un protestant peut accéder au trône en Angleterre. Les héritiers qui ne respectent pas ce critère sont alors considérés comme décédés de mort naturelle au niveau de la ligne de succession. Cependant, cette déchéance ne s'étend pas à ses éventuels descendants légitimes protestants. Cela voudra dire, si le prince n'est pas catholique et que ses enfants sont protestants, ses enfants sont légitimement désignés pour accéder au trône. Au cours des dernières années, des efforts ont été faits pour tenter de supprimer ces restrictions religieuses et pour conférer une égalité de droit entre les hommes et les femmes dans les règles de succession. Le 26 mars 2015, la loi Acte de succession à la couronne de 2013 est entrée en vigueur, ayant obtenu l'approbation de l'ensemble des royaumes du Commonwealth. On appelle accord de Perth. Depuis cette date, femmes et hommes nés après 2011 sont à égalité dans l'ordre de succession, remplaçant la primogéniture masculine par la primogéniture sans distinction de sexe. Et une personne qui épouse un ou une catholique n'est pas exclue de l'ordre de succession. Seuls les protestants peuvent toutefois hériter du trône, en raison des fonctions religieuses que doit exercer donc le monarque. À la mort du souverain, son héritier lui succède immédiatement et automatiquement. D'où la phrase « Le roi est mort, vive le roi ». L'accession au trône est publiquement proclamée par le conseil d'accession qui se réunit au palais Saint-James. Sont alors présents les membres de la Chambre des Lords, des conseillers privés, le Lord Mayor de Londres, des conseillers municipaux de la ville de Londres et des hauts commissaires des pays du Commonwealth. Le conseil fait une proclamation déclarant la mort du monarque précédent et appelle l'individu qui doit hériter de la couronne. La proclamation est alors lue à haute voix à divers endroits, à Londres, à Windsor, à Warwick, etc. Le monarque est ensuite couronné à l'abbaye de Westminster par l'archevêque de Canterbury. Cependant, le couronnement n'est pas nécessaire à l'exercice du pouvoir. En effet, la cérémonie ne se déroule généralement que plusieurs mois après l'accession au trône, afin de respecter une période de deuil suffisante et de préparer donc la cérémonie. Une fois couronné, chers téléspectateurs, le monarque règne jusqu'à sa mort. L'unique abdication volontaire de l'histoire du royaume est celle d'Édouard VIII et elle a dû donc être autorisée par le Parlement au préalable. Le dernier monarque à avoir été forcé de quitter le pouvoir est Jacques II, lorsqu'il partit en exil en 1688 à cause de la glorieuse révolution. Dans le cas où le monarque serait mineur, inapte physiquement ou mentalement, les régis actes permettent l'établissement d'une régence. Lorsque cela est nécessaire, c'est alors la prochaine personne qualifiée dans la ligne de succession qui devient régent, sauf si elle-même mineure ou inapte. Des dispositions spéciales ont été prises par la reine Élisabeth II en 1953, prévoyant que le mari de la reine, le duc d'Édimbourg, pourrait agir en tant que régent dans de telles circonstances lorsque le monarque s'absente du royaume ou lorsqu'il subit une infirmité physique temporaire. Il peut temporairement déléguer certaines de ses fonctions
au conseiller d'État, groupe composé de son conjoint et des 4 premiers adultes de la ligne de succession. À l'heure actuelle, et depuis l'accession au trône de Charles III en 2022, récemment, les conseillers d'État sont donc la reine consort, le prince de Galles, le duc de Sussex, le duc d'York et la princesse Béatrice. Voilà ce qu'on peut dire, chers téléspectateurs, de ce qui se passe en Angleterre en matière de succession. Merci pour votre attention. On se retrouve encore une autre fois pour parler bon à savoir. À bientôt.